préfet du département du Koufo était dans quelques boutiques et marchés de la commune d'Aplarpé. Un contrôle de routine du respect des prix des produits subventionnés par le gouvernement. La société Primum Rice Industries a reçu la semaine écoulée sur son site de Glasgow la visite de Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Bénin. Les détails sont à suivre. Et puis en actualité, Raila Odinga a officiellement contesté lundi devant la Cour suprême les résultats de l'élection présidentielle kenyane du 9 août qui l'ont donné perdant derrière le vice-président sortant William Ruto, assurant avoir suffisamment de preuves de sa victoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h30 que nous démarrons par cette descente du préfet du département du Koufo dans quelques boutiques et marchés de la commune d'Aplarpé. Un contrôle de routine du respect des prix des produits subventionnés par le gouvernement. Le constat est satisfaisant, affirme le préfet. On l'écoute. Ces contrôles sont permanents sur le terrain. Bon, nous avons vu que les prix décidés par le gouvernement sont respectés dans l'ensemble. Mais nous avons constaté que certains commerçants n'ont pas mentionné les prix sur les articles. Nous avons demandé de s'exécuter. Nous avons constaté aussi que dans les marchés, il n'y a plus tellement de farine de blé. Ça se raréfie. On n'en trouve plus. Nous avons demandé la raison. Les femmes nous ont expliqué que le produit coûte excessivement cher. On n'arrive pas à en emmener à Zovec. Elles nous ont fait des doléances, à savoir qu'on se gêne pour que ces produits-là arrivent au Bénin, afin qu'ils puissent les livrer aux détaillants facilement. Pour le ciment, nous avons visité les dépôts, 117 000. Ils ont mentionné sur les portes. Nous sommes renseignés auprès de ceux qui consomment ces produits-là, ceux qui achètent du ciment. Bon, c'est le prix qu'ils nous ont signalé. Mais ils se plaignent toujours. Ils disent qu'ils vendent à ces prix-là parce qu'ils veulent suivre les institutions du gouvernement. Nous les avons remerciés. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. L'avancée scientifique de l'Afrique, une priorité qui doit être de mise pour tout Africain. C'est ce qui ressort des propos de Kalala Omutunde, historien et spécialiste des sciences, des mathématiques et des humanités classiques africaines. C'est à l'issue d'une conférence qui a connu la participation de plusieurs catégories d'âge. Romaric Dossa pour le reportage. L'Afrique en général doit faire face à son destin. Berceau de l'humanité, elle regorge des atouts pour son développement. Il faut faire deux choses. Il faut une reconquête économique. Parce qu'on a cédé trop de terrain sur l'économie. Les boissons dans les magasins sont pratiquement 99% des boissons étrangères. Les jeunes sont là oisifs. Les jeunes doivent pouvoir fabriquer leurs propres boissons. Et il faut faire des jus de plantes. Arrêter de penser en jus de fruits. Parce que ces exploitations sont trop colossales. Avec les jus de feuilles, les jus de plantes, on peut faire d'excellents jus. Regardez le bissap, regardez le mojito, tout ça. Il y a beaucoup d'autres jus de plantes à inventer. Et les jeunes peuvent le faire. On n'a pas besoin de grand espace pour mettre une boisson à base de plantes. Ça, ce sont des choses importantes. Et la renaissance, c'est de ne pas oublier que la matrice humaine de la connaissance, elle est africaine. Et que quand on ne sait pas, on va chercher. On vous dit oui, on a inventé la semaine de 10 jours. Mais la semaine de 7 jours, c'est pas nous. La semaine de 7 jours est arrimée aux 7 planètes qui sont arrimées aux 7 notes de musique. Parce que l'Africain, quand il a découvert ça, il a découvert un ensemble de choses. C'est ça qu'on appelle le génie africain, que les gens célèbrent dans notre dos. D'accord ? Pourquoi la situation est comme celle-là ? Parce que la chose qui se passe, c'est que Dieu a donné aux Africains toutes les richesses de la planète, les autres n'ont que des miettes. Et quand ils sont parmi nous, c'est pour nous braquer, nous raconter des sornettes. On aurait tout l'or, le pétrole, le coltan, tout ce qu'ils viennent chercher, tout ce qu'ils ont besoin comme énergie pour fonctionner, c'est nous qui l'aurions. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Cet historien et spécialiste des sciences, des mathématiques et des humanités classiques africaines appelle à la conscience des peuples africains. Le gars vient te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, mais en attendant, ce que tu as chez toi, il l'a pas chez lui. Et s'il est chez toi, c'est parce qu'il n'a pas ça chez lui. Il est venu prendre ce que Dieu lui a pas donné, puisque lui, il n'a rien. Vous voyez, son sous-sol est vide. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise la force pour voler ce que Dieu a donné aux Africains. C'est-à-dire que, vous savez, mon peuple a un genou au sol. Parce qu'on lui a donné tout simplement une lunette qui ne lui permet pas de voir clair.
Il faut déjà voir clair en soi avant de voir clair. Quand tu vois plus clair en toi, c'est fini. Donc, la relève de l'Afrique passe par la relève des individus. N'oubliez pas que dans le dos, il y a ça, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ce n'est pas simplement pour tenir le corps. Il y a une colonne vertébrale pour tenir le mental aussi. Et si on n'a pas de colonne vertébrale mentale, on ne sera jamais debout. On sera manipulable et manipulé par l'extérieur. Ainsi a-t-il livré son message à la jeunesse africaine. Et je l'avais annoncé en titre, la société Primum Rice Industries a reçu la semaine écoulée sur son site de Glazoué la visite de Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Bénin. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la relance des usines de production autrefois à l'abandon au Bénin. Je suis passée voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'ils en sont et est-ce qu'il y a des difficultés. Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Les travaux avancent et nous sommes très très ravis de ce que nous voyons là. Le fait de céder ces usines, le protocole qui a été signé pour céder ces usines-là vient d'une vraie vision. Parce que c'est des usines qui existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Hein, monsieur le maire, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que c'est à l'abandon. Et donc cette vision du président de relancer l'industrie, de remettre l'industrie au cœur du développement, fait que nous avons fait des protocoles qui permettent à des investisseurs de sécuriser, de s'intéresser donc à ces usines qui étaient à l'abandon depuis déjà plus d'une décennie. Donc c'est un réel plaisir que nous éprouvons, une fierté à voir que vraiment c'est une vision qui est réaliste. Parce que quand on voit la grandeur de cette vision-là, on se dit, est-ce que ça va être réalisé? Oui, c'est réalisable et c'est en train d'être réalisé à travers tous les instruments et tous les outils que nous avons mis à disposition de ces investisseurs et l'accompagnement réglementaire qui a été donc validé par le chef de l'État, que nous mettons juste en œuvre et qui fait que nous avons nos compatriotes qui sont en train de travailler et donc une ligne qui va être rénovée, une nouvelle ligne instaurée qui va permettre donc également de produire encore plus et surtout d'embaucher plus. Ce mardi 23 août 2022 marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée décisive de la sombre histoire de l'humanité. Cette journée internationale vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Retour sur l'origine de cette tragique page de l'histoire de l'humanité. La journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition a lieu chaque année le 23 août pour commémorer le premier soulèvement contre la traite des esclaves. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé l'insurrection qui a mené ensuite à l'abolition de la traite négrière. Le soulèvement qui a eu lieu à Saint-Domingue, actuel Haïti et République dominicaine, a inspiré la révolution haïtienne menée par les Noirs et les Métis contre les dirigeants coloniaux. L'occasion pour l'UNESCO de se pencher sur les causes, les modalités et les conséquences de cette tragédie. Cette révolte de femmes et hommes mis en esclavage porte une revendication universelle de liberté qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Cette revendication parle à l'humanité tout entière, sans distinction d'origine, de religion ou de sexe, et résonne aujourd'hui encore. Par la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, l'UNESCO entend ainsi rappeler l'importance capitale de la transmission de cette histoire pour éclairer le combat contre toutes les formes d'oppression et de racisme aujourd'hui. Cette journée internationale est donc l'occasion de montrer tant l'ampleur des séquelles de cette tragédie humaine que la richesse des expressions culturelles que les personnes d'ascendance africaine ont portées, recréées et forgées dans l'adversité par les arts visuels, la musique, la danse ainsi que les spiritualités, la pensée, l'action politique et les savoir-faire. Cette commémoration rappelle que la traite négrière n'appartient pas uniquement aux
passé et montre comment elle a façonné le visage de nombreuses sociétés modernes, créant des liens indissolubles entre les peuples et les continents, transformant de manière irréversible le destin des nations, de leur économie, de leur culture et identité. C'est enfin l'occasion de tirer les enseignements nécessaires sur les discours qui ont justifié cette barbarie, sur la signification pour l'humanité tout entière de la résistance des victimes pour la liberté et de leur résilience dans la dignité. Depuis quelques jours, les forces armées béninoises disposent d'un hélicoptère de combat. Selon les informations de nos confrères de Frisson Radio Cotonou, l'appareil va servir de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Plus de détails dans cet élément de Kenneth Egan. L'armée béninoise se renforce ainsi en équipement avec l'acquisition depuis quelques jours d'un nouvel aéronef. Selon les informations reçues, il s'agit d'un hélicoptère de combat qui sera employé comme moyen logistique dans le combat contre le terrorisme. C'est une partie des équipements militaires commandés par le gouvernement béninois et annoncés par le président Talon le 27 juillet dernier à l'occasion de la visite du président Macron à Cotonou. Il avait rappelé la nécessité pour le Bénin d'équiper son armée afin de mieux répondre à la menace terroriste. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux défis. Le président Macron avait répondu que la France sera toujours aux côtés des autorités béninoises pour faire face à cette menace en répondant à ces demandes. Nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte, on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous. Et donc on va regarder en fonction des besoins et ça va se faire d'armée à armée pour répondre aux besoins de très court terme. Et nous avons acté d'une coopération technique pour aider le Bénin à structurer l'équivalent d'une délégation générale à l'armement. Depuis fin novembre 2021, le Bénin enregistre des attaques de bandes armées dans le nord, des attaques dans lesquelles plusieurs militaires et civils ont déjà perdu la vie. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation d'experts comptables béninois et français la semaine écoulée. Loïc Béounou-Vlavonou et ses hôtes ont évoqué plusieurs sujets, dont celui de la rélecture des textes régissant l'ordre des experts comptables agréés du Bénin. Renforcer la diplomatie parlementaire, c'est l'objet de cette visite de Mohamed Lakila, député de Bouches-du-Rhône, au cabinet du président Vlavonou. Les groupes d'amitié, puisqu'il existe des groupes d'amitié France-Bénin et Bénin-France, avec des parlementaires. Donc mon boulot, ça va être surtout de pousser un peu plus cette amitié et cet échange avec les parlementaires et avec nos collègues députés, bien évidemment, du Bénin. On a saisi l'opportunité de la visite de notre confrère député Bouches-du-Rhône pour porter deux nouvelles essentielles à la connaissance du président de l'Assemblée. La première, c'est la délocalisation au Bénin du diplôme d'expertise comptable français, dont la première session aura lieu en novembre à Cotonou. Cotonou qui est considéré là comme centre d'intérêt de la profession dans toute l'Afrique. C'est une première. Les tests qui régissent l'ordre des experts comptables et comptables agrégés du Bénin commencent par être révolus. Une actualisation s'impose. On se doit urgemment de devenir membre de l'IFAC à part entière, au même titre que le Japon, les États-Unis et l'Angleterre, voire en Afrique, dans l'espace OADA, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous sommes membres associés, mais le Bénin mérite mieux, d'où on se doit de mettre les textes en conformité, parce que c'est le Bénin qui est gagnant, parce que ça draine l'économie, ça appelle les investisseurs. Au terme des échanges, les visiteurs sont tous repartis satisfaits des conseils et assurances du président de l'Assemblée nationale béninois, Loïc Béounou-Vlavonou. Et ce journal se poursuit avec la page inter. On démarre avec la Mozambique où la Banque mondiale a accordé le lundi 300 millions de dollars au pays à l'occasion d'un accord marquant la reprise de son soutien à ce pays 6 ans après avoir suspendu son aide à la suite d'un scandale financier impliquant le gouvernement. Les fonds décaissés par l'organisation multilatérale sous la forme de dons seront affectés
à des projets d'infrastructure destinés à soutenir l'économie et améliorer les conditions de vie de la population, a déclaré le ministre des Finances mozambicain. 6 ans après le scandale dit de la dette cachée, une vaste affaire de corruption impliquant le gouvernement, la Banque mondiale, qui avait suspendu son aide, vient d'accorder 300 millions de dollars au Mozambique. Cette reprise survient après que le FMI a accordé en mai son premier prêt au pays depuis le scandale financier. Notre objectif est de stimuler le financement public et privé de notre économie. Et c'est dans cette optique que nous signons aujourd'hui ces accords avec la Banque mondiale. Ces accords de soutien direct au budget de l'État sous la forme d'un don de 300 millions de dollars américains seront appliqués aux projets d'infrastructure qui contribuent à dynamiser notre économie et à améliorer les conditions de vie de notre peuple. La directrice pays de la Banque mondiale pour le Mozambique a insisté de son côté sur le fait que les fonds alloués par son organisation devaient venir en soutien des réformes structurelles et prolonger les efforts entrepris ces dernières années par le gouvernement. Cette opération ne se contente pas de mettre à disposition les ressources nécessaires, mais elle soutient également les réformes structurelles visant à relever le défi critique de la gouvernance et à promouvoir l'emploi grâce au développement du secteur privé. Dans l'affaire de la dette cachée, le procès de 19 accusés, tous proches du pouvoir, est en cours à Maputo et le verdict est attendu cette année. Raila Odinga a officiellement contesté lundi devant la Cour suprême les résultats de l'élection présidentielle kenyane du 9 août qui l'ont donné perdant derrière le vice-président sortant William Ruto, assurant avoir suffisamment de preuves de sa victoire. Figure historique de l'opposition soutenue pour ce scrutin par le président sortant Uhuru Kenyatta et son parti Odinga avaient annoncé son intention de contester les résultats annoncés par la commission électorale qu'il avait qualifiés de parodie. Selon Raila Odinga, le recours qu'il a déposé devant la Cour suprême s'inscrit dans son combat historique pour la démocratie contre ce qu'il qualifie de cartel de la corruption qui lui ont volé la victoire lors de la présidentielle. L'élection présidentielle de 2022 représente la tentative la plus téméraire par ce cartel pour renverser la volonté de l'électorat. Nous refusons de laisser le Kenya aller dans cette direction. Cela ne doit pas arriver et n'arrivera pas. Un total de 9 recours ont été déposés devant la Cour suprême. Outre celui de Raila Odinga, les autres ont été déposés par des ONG et des particuliers. Nous pensons que cette élection équivaut à un coup d'état civil et que toutes les règles du jeu ont été violées. Le camp de Raila Odinga assure avoir suffisamment de preuves de la victoire de ce vétéran de la politique. Nous avons la preuve que des systèmes, des réseaux, des ordinateurs portables et l'ensemble des kits électoraux ont été corrompus afin d'obtenir un résultat en faveur de M. Ruto. Le 15 août, la proclamation des résultats avait donné lieu à une scission au sein de la commission électorale. 4 des 7 commissaires avaient annoncé rejeter les résultats, reprochant au président de la commission électorale sa gestion opaque. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi à Luanda pour le dernier meeting de l'opposition avant les élections législatives de mercredi en Angola qui décideront du prochain présidente Adalberto a scandé la foule à l'arrivée de leur champion, le dirigeant du plus grand parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola.
Ils étaient des milliers rassemblés ce lundi à Luanda pour le dernier meeting de l'UNITA. Le principal parti de l'opposition angolaise a mobilisé ses supporters avant les élections législatives du 24 août qui décideront du prochain président du pays. À la tête du parti depuis son arrivée en 2019, Adalberto Costa Jr., 60 ans, apparaît comme le candidat le plus sérieux pour mettre un terme à la longue domination du MPLA, le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975. L'Angola veut une nouvelle relation entre la société et l'État. Le 24, vous montrerez que vous voulez une nouvelle relation entre la société et l'État. Un large front pour l'alternance est représenté aujourd'hui sur les listes de l'UNITA. Tous les Angolais ont compris que la victoire de ce large front sur les listes de l'UNITA représente la réalisation de l'Angola, représente la réalisation de leurs rêves. Adalberto Costa Jr. a clôturé la campagne en réitérant ses plaintes concernant le processus électoral. Il a souligné la confiance de son parti dans les observateurs électoraux et a précisé que le Cap-Vert est le type de démocratie que l'Angola peut suivre. José Kundi, Euronews, Luanda. Face à la hausse du prix du gaz butane, le charbon de bois est de plus en plus prisé. Une énergie alternative qui siphonne les forêts face à la grogne suscitée par cette nouvelle donne. Les autorités togolaises viennent de revoir leur copie. Elles ont baissé légèrement le prix de ce produit à travers une subvention d'environ 16 centimes d'euros par kilogramme. Le prix du gaz est au centre des préoccupations des ménages au Togo. Pour cause, il a connu une hausse vertigineuse jusqu'à 73% depuis le 12 août. Face à la grogne suscitée par cette nouvelle donne, les autorités togolaises ont revu leur copie. Elles ont baissé légèrement le prix de ce produit à travers une subvention d'environ 16 centimes d'euros par kilogramme. C'est un coup dur. La bouteille de 10 euros est passée à environ 16. La situation demeure difficile malgré la petite réduction. Il faut donc faire feu de tout bois et les consommateurs togolais optent pour des énergies alternatives comme le charbon de bois, nonobstant ses conséquences pour la préservation des forêts. Les populations sollicitent l'indulgence des autorités. On espère qu'ils ne vont pas nous créer des problèmes en interdisant la vente du charbon. Le charbon est un peu cher, mais le gaz butane l'est encore plus en ce moment. La bouteille de 10 euros est passée à plus de 16. Si le contexte mondial est souvent évoqué pour justifier la hausse du prix du gaz au Togo, les défenseurs des consommateurs exigent le renforcement des subventions. C'est vrai que le prix en international a tendance à être en hausse, mais nous pensons que les contextes dans les autres pays ne sont pas les mêmes. Le pouvoir d'achat dans les autres pays n'est pas le même que le pouvoir d'achat au Togo. Les salaires n'ont pas le même niveau et que chercher à vouloir supprimer la subvention sur les produits pétroliers et notamment sur le gaz, c'est encourager la déforestation. Les organisations de la société civile togolaise demandent au gouvernement d'abandonner le projet de libéralisation du secteur du gaz et attendent un retour au prix traditionnel de ce produit. Le chef de la junte au Mali, le colonel Assimi Goïta, a désigné dimanche un autre colonel, le ministre Abdoulaye Maïga, Premier ministre, par intérim en remplacement du civil Choguel Kokala Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. À ce stade, il est important. Changement provisoire à la tête du gouvernement au Mali. Le colonel Abdoulaye Maïga a été nommé au poste de Premier ministre par intérim par le président de la transition selon un décret lu à la télévision d'État dimanche, en remplacement de Choguel Maïga, hospitalisé il y a plus d'une semaine des suites d'un malaise cardiaque. Abdoulaye Maïga, dans la quarantaine, était jusqu'ici ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Peu connu avant sa nomination à ce poste fin 2021, il est devenu au fil de mois très proche du patron de la transition dans son pays. Ce militaire était aussi le porte-parole de l'exécutif malien. Cette nomination consacre la mainmise des militaires sur les principales institutions du pays depuis le second putsch de mai 2021, en attendant peut-être le retour de Choguel Maïga au travail. Pour l'heure, aucune nouvelle officielle sur son état de santé n'a été communiquée.
officiel de rétrocession au Mali de cette emprise par la force Barkhane tenue. En Espagne, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a décrété lundi l'état de catastrophe naturelle dans les territoires touchés par de grands incendies. De son côté, le Portugal voisin, qui lutte toujours contre plusieurs feux, devrait annoncer une décision similaire. L'état de catastrophe naturelle est déclaré en Espagne dans les zones touchées cet été par les incendies. Ce statut facilitera le déblocage des aides aux sinistrés. 2200 personnes ont été évacuées la semaine passée dans la région de Valence, où 17 500 hectares de forêt ont été calcinés avant que les feux ne soient éteints. Le Premier ministre Pedro Sánchez s'est rendu sur place. Pour vous donner une idée, l'année passée, les incendies ont détruit 51 000 hectares de végétation. Cette année, plus de 223 000 hectares de forêt ont brûlé dans le pays. Victime comme l'Espagne d'une météo extrême cet été, le Portugal lutte encore contre les incendies dans la région de Vila-Real, au nord. En tout, 94 000 hectares ont été consumés en 2022, soit la plus grande superficie depuis les incendies de 2017, qui avaient fait une centaine de morts. Direction Ukraine à présent, à la veille de la fête nationale en Ukraine. Le pays est plus que jamais sur ses gardes à l'occasion de cette fête de l'indépendance qui coïncide avec les 6 mois de l'invasion russe du pays. Le président dit redouter une escalade des attaques ce mardi, marque le début de cette nouvelle saison comme un symbole de résistance et de défi à Moscou. Des tanks capturés aux Russes, exhibés dans les rues de Kiev. À la veille de la fête nationale en Ukraine, le pays est plus que jamais sur ses gardes. Le président dit redouter une escalade des attaques à l'occasion de cette fête de l'indépendance qui coïncide avec les 6 mois de l'invasion russe. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky s'est aussi adressé aux Ukrainiens qui ont fui, les exhortant à défendre à leur manière leur pays. Chers Ukrainiens, alors que nous célébrons le jour de notre drapeau et le jour de notre indépendance, si vous êtes quelque part à l'étranger, rappelez à tous l'existence de l'Ukraine, montrez le drapeau ukrainien et répandez la vérité sur les crimes des occupants. Dans la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, les secours ont dégagé de nouveaux corps des décombres d'un immeuble détruit vendredi par une frappe russe. Le bilan se monte désormais à 25 morts. Des dizaines de blessés sont soignés dans les hôpitaux de la ville. Par ailleurs, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a reconnu que près de 9000 de ses soldats avaient été tués depuis le début de l'invasion. C'est l'une des rares déclarations de l'état-major sur ses pertes militaires. Enfin, malgré la guerre, le pays a tenu à relancer son championnat de football. Ce mardi marque le début de cette nouvelle saison comme un symbole de résistance. Tous les matchs se joueront dans la région de Kiev ou plus à l'ouest, dans des stades équipés d'abris anti-aériens. Ainsi donc se referme cette messe informative. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas, retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Portez-vous bien et bonne soirée à vous.